Bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cinexpresso, l'essentiel du cinéma. Aujourd'hui, et avant tout parce que... Ah, c'est bientôt Noël. Aïe ! Et à l'occasion de la sortie récente du film de James Hutt, Le Nouveau Jouet, avec Jamel Debbouze... Vous connaissez Panobama X ? Et Daniel Auteuil... Nous nous intéresserons à la version originale de ce remake, Le Jouet, film de Francis Weber de 1976 avec Pierre Richard et Michel Bouquet. Tout de suite, sans plus attendre, on y va, c'est parti. En route. Nous sommes à la fin des années 50. Francis Weber, après des études de médecine médiocres, qu'il finit par abandonner au grand désespoir de ses parents, effectue l'incontournable à l'époque service militaire. Il se destine à une carrière de journaliste, profession pour laquelle il reconnaîtra lui-même être assez peu doué. Il travaille pour le journal de l'armée d'Algérie, le Bled, où il rencontre entre autres Philippe Labro et Juste Jacquin, le futur réalisateur d'Emmanuel. Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste ? Oui. Eh bien lui c'est pareil, c'est juste. Il est chargé de réaliser un reportage sur un grand magasin de jouets parisien et tandis qu'il prépare la vitrine pour la photo illustrant son article, il se retrouve nez à nez avec un enfant qui le dévisage avec une curieuse envie. Il a soudain une vision qui le tétanise. Que se passerait-il si cet enfant était le fils d'un patron de presse d'un journal pour lequel il travaille et disait en le désignant « Je veux ça !» L'idée du jouet était née. En partant de cette idée, il écrit une nouvelle qui sera en fait la première mouture du film et l'envoie un peu partout pour tenter de la faire publier. L'histoire d'un journaliste au chômage contraint d'accepter d'être le jouet du fils de son patron pour conserver son nouveau job. Ce que j'ai trouvé sublime et qui en fait tout le prix du film, c'est cette idée insensée qu'un enfant puisse choisir comme jouet un adulte. Et que cet adulte l'accepte parce que il est depuis 8 mois au chômage et qu'il n'a pas le choix de dire non. C'est ainsi que la première version du jouet figurera dans le magazine Lui, à l'initiative de Jacques Lanzmann, à l'époque patron de la revue et accessoirement parolier de Jacques Dutronc. La publication passe totalement inaperçue, les lecteurs de Lui n'étant a priori qu'assez peu sensibles à la rubrique littéraire de la revue. 1975. À l'époque, Francis Weber est devenu un scénariste et dialoguiste reconnu de grands succès comme Le Grand Blond avec une chaussure noire, La Valise, Le Retour du Grand Blond et L'Emmerdeur. Cependant, il est très souvent insatisfait des adaptations de ses histoires pour le grand écran. Il exige d'ailleurs de ne pas figurer au générique du Magnifique de Philippe de Broca, étant en totale opposition avec le ton parodique et décalé imposé par le réalisateur. Il le dira lui-même, « Mon plus mauvais souvenir de scénariste a un nom, Philippe de Broca ». Nous, à Cinexpresso, c'est un film qui nous fait marrer, mais c'est vrai qu'on est assez loin dans ce film de la célèbre finesse et précision weberienne. Tu sais que tu me plais, toi. C'est vrai. Bref, alors qu'il soumet le scénario du jouet à Claude Berry, producteur de nombreux succès et metteur en scène entre autres de futurs Ciao Pantin, celui-ci lui conseille d'en assurer lui-même la réalisation. Je remercie Claude Berry, comme tout le monde. Weber avoue qu'il n'y connaît strictement rien, mais Berry le convainc de se faire aider d'un assistant technique et le tournage peut débuter. L'assistant technique, Marco Picot, qui avait déjà travaillé avec Pierre Richard en tant que conseiller sur les malheurs d'Alfred et Je sais rien mais je dirai tout, sera remercié par Weber au bout d'une semaine, celui-ci s'accaparant un peu trop le film à son goût. Je suis viré, les gars. Weber, tout en apprenant les bases de la mise en scène, reprend donc les rênes du projet, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Grand Blond va souffrir sur le tournage. Et voilà. Il l'a cassé. Jusqu'à présent, le personnage créé par Pierre Richard lui-même était celui d'un éternel gaffeur, d'un malchanceux chronique ou d'un inguérissable distrait. Son univers poétique, sans être pour autant guimauve, s'inspire de Jacques Tati, Chaplin ou Jerry Lewis, en somme, un comique plutôt visuel. Weber lui impose de ne pas jouer comique. Bref, le contraint à plus de sobriété. Alors tout le monde lui demandait de jouer comique. Il courait comique en levant les genoux très haut. Puis tout à coup, je lui ai dit, cours naturellement, parle naturellement. C'est un pléonasme de jouer comique dans une comédie. C'est ainsi que Pierre Richard découvre l'extrême rigueur de Francis Weber et cette fâcheuse habitude qui a fait sa réputation, refaire les prises au moins 15 fois. 698. 699.
700. J'ai dit 700. Une rigueur certes contraignante, mais qui permettra à Pierre Richard d'élargir le registre de son jeu et portera ses fruits puisqu'elle lui assurera ses plus grands succès comme notamment Les Compères ou Les Fugitifs. Pour ce qui est des résultats du jouet au box-office, ils furent certes plus qu'honorables, avec 1,3 million d'entrées, mais en deçà des espérances des producteurs, et il fallut attendre 5 ans pour que Francis Weber repasse derrière la caméra avec La Chèvre, un carton plein cette fois avec 7 millions d'entrées. On fera sûrement une bonne équipe tous les deux. Il était à présent établi et reconnu que le personnage de Pierre Rambalcochet, interprété par Michel Bouquet, s'inspire de Marcel Dassault, l'homme politique, marchand d'armes et patron de presse, dont on dit qu'il avait pour habitude de récompenser ses collaborateurs en leur offrant des bonbons. Nul doute qu'il dut probablement se reconnaître, puisque le film ne bénéficia pas de très bonnes critiques dans ses journaux. La scène où Rambalcochet s'invite dans une propriété et la rachète en laissant à peine le temps à ses propriétaires d'en partir est inspirée apparemment de faits réels. Un autre grand patron français, celui de Publicis, Marcel Bleustein-Blanchet, aurait procédé exactement de la sorte. Combien vaut cette maison? Non, elle n'est pas à vendre, monsieur. Je ne vous demande pas si elle est à vendre. Je vous demande combien vous l'évaluez. Je ne sais pas, je l'ai payée 60 millions il y a 5 ans. Elle devrait valoir maintenant 80 ou 90. Je vous en donne 200. C'est une plaisanterie. Rumeur ou réalité, rien n'est formellement établi, mais Weber s'est inspiré de cette anecdote pour l'insérer dans son film et en faire l'une des scènes les plus marquantes. Pour ce qui est de la distribution, on trouve donc Pierre Richard, qui compte à cette époque un grand nombre de succès au box-office, dont certains en tant que réalisateur comme Le Distrait. Il partage avec Weber un point commun, un rapport au père complexe, voire douloureux. Moi, j'ai passé mon temps, c'est ce que je disais dans mon premier livre, à me chercher un père, le père que j'ai pas eu. Et que dès qu'un type était solide, carré, et me regardait avec attention, bing, j'en faisais mon père. Le metteur en scène est très souvent le père de ses acteurs. Et c'est curieux comme truc, il y a un rapport père-fils qui s'établit, et on a eu des problèmes probablement familiaux un peu identiques, lui et moi, et pour cette raison-là, on s'est retrouvés sur le jouet sans difficulté. Alors. Le scénario le séduit d'emblée tant il se reconnaît dans le personnage du fils du grand industriel Rambalcochet, interprété par le jeune Fabrice Gréco, en quête de l'amour d'un père froid et cynique. Pierre Richard est lui-même le fils d'un grand industriel, Maurice de Faïs, qui dilapida la fortune familiale et avec lequel il n'entretint que très peu de rapports. À noter que Pierre Richard avait déjà évoqué ses rapports père-fils houleux dans son film Je sais rien mais je dirai tout, avec un paternel cette fois non pas patron de presse, mais marchand d'armes, incarné par un Bernard Blier sans scrupules. On veut pas faire joujou avec son papa et ses tontons? On trouve également Michel Bouquet. Pierre Richard est très impressionné lorsqu'il rencontre pour la première fois Michel Bouquet chez Francis Weber. Et il y a de quoi. Formé au Conservatoire d'art dramatique de Paris, il débutera au théâtre en 1944 dans une pièce de Jean Anouilh. 30 ans de carrière sur scène et avec à son palmarès grand nombre de classiques, de Molière à Shakespeare et pas loin d'une 50aine de films, dont certains avec Chabrol, Bertolucci, Verneuil ou Caillat. Tu vas maintenant apprendre à t'adresser à des gens qui t'impressionnent. Pouf, qui? Pierre, qui savait qu'il était plus un personnage qu'un comédien comme Bouquet, était très impressionné par leur première rencontre. Et on a fait un dîner, ça se passait chez moi. Et quand on s'est quitté, il s'est passé une chose que je ne peux pas oublier parce qu'elle est incroyable. Pierre, toujours très impressionné, dit au revoir à Bouquet en lui disant « Écoutez Michel, j'étais vraiment ravi de vous rencontrer, etc. Vous savez tout le respect, toute l'estime que j'ai pour vous. Je suis fou de joie à l'idée de tourner avec vous. Au revoir Michel, lui laisser la main. » Et je suis parti et mon pied s'est coincé dans une grille d'égout et ma chaussure, qui était un escarpin, est restée dans la grille. Et donc j'ai fait 3 mètres en chaussettes et je me suis retourné comme un enfant en disant « Oh là là, oh mon Dieu », comme un enfant pris en faute. Bouquet a éclaté de rire. Là, la glace était brisée entre lui et moi. Et il m'a dit, avec sa voix, quand ça m'avait dit « Voyez, Pierre Richard, Pierre, ça c'est une chose que je ne saurais jamais faire et que je regrette bien. » Ce grand acteur nous a quittés en avril 2022 à l'âge de 96 ans. On trouve aussi Fabrice Gréco. Justement, le petit Rambalcochet, le tortionnaire en culotte courte, c'est lui. Ce fut sa seule et unique expérience cinématographique, ni lui ni ses parents ne souhaitant qu'il embrasse une carrière. J'ai vécu ça comme un jeu, hein. Bon, encore une fois, j'avais 11 ans, j'étais entouré merveilleusement, c'était très très chouette.
Dans les seconds rôles, Gérard Jugnot, qui retrouvera Pierre Richard dans la même année dans On aura tout vu de Georges Lautner, scénario une fois de plus de Weber, et Le coup du parapluie de Gérard Houry. Oh mon Dieu, quelle catastrophe! Attendez, je peux céder? Également le remarquable Jacques François. C'est de la merde! Dans le rôle de Blénac, un rédacteur en chef dépassé, exceptionnel de lâcheté et complètement soumis à son patron. Aussi l'inénarrable Charles Gérard, qui selon le réalisateur lui-même ne comprenait strictement rien aux directives qu'on lui donnait. Michel Aumont, une valeur sûre, sociétaire de la comédie française que l'on reverra dans les compères du même Weber. Enfin, Suzy Dyson, top modèle de son état, très convaincante en femme trophée à la beauté froide et au regard triste, dont ce fut, à l'instar du petit Fabrice Gréco, apparemment la seule expérience cinématographique notable. Notons que le nouveau Jouet de James Hutt est le second remake du Jouet. Il existe en effet une version américaine inédite en France, sortie en 1982 avec Richard Pryor dans le rôle principal, et réalisée par Richard Donner, le réalisateur de Superman et de la série des Armes Fatales. Une version sur laquelle, après avoir visionné quelques extraits, nous préférons ne pas nous appesantir. Mais disons pour résumer que Pryor reconnut lui-même à Weber qu'ils avaient flingué son film. On ne peut évidemment conclure sans avoir évoqué la bande originale de l'incontournable Vladimir Cosma, qualifiée à juste titre de chapinesque par Weber, et qui ici remplit parfaitement son rôle. Une mélodie comme il en a le secret, accrocheuse et malicieuse, parfois émouvante, et qui restera dans toutes les mémoires. Le Jouet est une comédie que l'on pourrait qualifier de complète et probablement l'une des plus grandes réussites de Weber. C'est à la fois une satire sociale, une réflexion sur le pouvoir de l'argent, la soumission journalistique, la recherche de l'amour paternel et la liberté individuelle. Bref, ce film ne se contente pas d'être une pochette amusante à la mécanique parfaitement huilée. Ce qui explique peut-être son succès mitigé à l'époque, le public s'attendant probablement à un film plus burlesque et léger, à l'instar des précédents succès du Grand Blond. Sa morale pourrait être que l'argent ne peut pas tout acheter, ce qui aujourd'hui constitue, au regard de l'évolution de nos sociétés empreintes de cynisme et essentiellement matérialistes, un rappel nécessaire, voire indispensable. Avant de nous quitter avec la traditionnelle punchline du film, merci d'être venu, merci d'être resté. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu. À ciao et surtout... Joyeux Noël fait! Qui de nous deux est le monstre? Moi qui vous demande d'ôter votre pantalon ou vous qui acceptez de montrer votre derrière? Je ne sais pas, monsieur le président. Tout le problème est là, je crois.